des autres que peut-être avaient des grands-parents qui avaient des vaches, mais qui maintenant, le jour peut-être de la désalpe ou de la bataille, vous applaudissent, mais le jour après, si vous défilez dans la route pour aller dans votre pré, pour aller paître vos vaches, ben, je vous assure que ce n'est pas pratique. Et souvent, il y a des affrontements. Sérieux. Je termine, voilà, ça c'était la parenthèse un peu plus dure, mais là vraiment, longue vie au règne. Voilà, c'est la fin. Ça va avec le temps ou je peux faire un petit cadeau aux Valaisans, aux Savoyards? Oui, d'accord, pas bien. Non, je vous ai amené un tournage de photos, comme j'ai fait moi avant, mais beaucoup plus beau, de l'espace Mont-Blanc de 2013. Donc c'était un peu pour se mettre dans l'ambiance pour demain. Et alors, c'était mon cadeau pour vous. Et merci, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour la rigueur et en même temps la sympathie avec laquelle elle a su présenter un monde très vaste qu'elle a su quand même résumer très bien et avec beaucoup de rigueur. Nous passons la parole maintenant à Fabio Armand, néo-docteur en anthropologie, qui va nous présenter les batailles bovines de notre côté, au Népal. Donc, Guru Judai, bataille bovine et rituel propitiatoire pour le bétail et la fertilité au Népal. Merci. Voilà, ça marche. Oh, je remercie Christiane et je commence mon intervention. Dans les sociétés rurales des régions vallonnées du Népal central, les bovins jouent un rôle essentiel dans le développement et dans le maintien de complexes systèmes agricoles de subsistance qui se basent sur l'interdépendance entre l'agriculture, l'élevage et une exploitation des bois. Le bétail occupe bien évidemment une place très importante dans la production de produits comme le fromage, par exemple, mais il est aussi fondamental pour les activités de fertilisation des champs grâce au fumier et de labourage des champs. Et on peut dire donc, selon Jean-Baptiste Maudet, que les combats qui opposent deux taureaux entre eux représentent une pratique assez diffusée dans les sociétés comme le sont celles du Népal central, où les bovins occupent une place si importante. Et avec cette contribution, nous voulons éclaircir quelques aspects historiographiques et rituels qui concernent le Guru Judai. Ce sont des batailles bovines qui sont organisées chaque année dans différents districts du Népal pour célébrer le premier jour du 10e mois de Magh, le Magh Sangranti. Au cours de cette fête, deux taureaux s'affrontent sur un champ affecté pour les combats et des collinettes herbeuses environnantes. Il y a des centaines de spectateurs provenant des villages voisins ou des districts voisins et même jusqu'à la plus lointaine capitale, Katmandou, qui se rendent pour assister à ces batailles. Et ils discutent pour comprendre lequel gagnera cette bataille. Bon, alors, pour ce qui concerne les races, la plupart des bovins qui prennent part à ces combats sont très différents si on fait une confrontation avec les nôtres, car ils appartiennent au type Bos indicus, qui se caractérise par une bosse graisseuse sur le dos. Et ils sont très connus sous le nom de zébu noir, qui est la race dominante dans les régions du Népal central. Nous focaliserons maintenant notre attention sur les batailles bovines qui se tiennent chaque année au village de Taruka, dans le district de Nuwakot. Il faut dire qu'originellement, ces batailles se déroulaient selon une tradition dans de nombreux endroits différents de ce village. C'est seulement en 2006
que les villageois ont décidé de réunir ces différents combats en un seul emplacement et d'organiser donc un événement unique afin d'obtenir une majeure visibilité et pour présenter leur village comme une destination unique pour la célébration du Maghe Sangranti, cette fête. Et alors, l'organisation de cette festivité, de ces célébrations, est gérée grâce à l'Association pour la réglementation du festival du Maghe Sangranti pour le village de Tarouka, qui a comme objectif d'établir le système d'appareillement des bovins et de gérer cette énorme masse de spectateurs qui se présentent chaque année à assister à ces batailles. Je présente très rapidement les règles de ces combats bovins. Premièrement, il faut dire que les combats sont organisés dans un système de match éliminatoire où l'appareillement consiste à diviser les animaux en différents groupes sur la base de leur poids principalement et de leur âge. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la bataille, et on doit dire que l'animal qui abandonne le combat, comme dans le cavaldotin, et il s'enfuit, il perd le match. Et alors que son adversaire, il avance et au match suivant, et il rencontre donc le vainqueur qui appartient à un autre groupe. Il est aussi intéressant à savoir que dans des cas très rares, les bœufs n'acceptent pas la défaite. Donc après une vingtaine de minutes de combat, le match est déclaré nul. Il y a un contrôle très strict car les propriétaires des animaux et 4 arbitres suivent de près ces combats et ils regardent que les animaux ne se blessent pas. Et enfin, pour ce qui concerne le prix final, le propriétaire de l'animal qui gagne, il reçoit environ 3 000 roupies, donc 25 €, et son adversaire une moitié. Là, pour vous faire voir une vidéo, je dois fermer tout car ne marche plus, donc je dois reprendre. Je vous montre une vidéo d'une bataille bovine qui a été faite l'année dernière à Tarouka. C'est un extrait de seulement 2 minutes sur une bataille qui a duré 16 minutes. Et c'est très intéressant de voir ces images car on peut voir très bien l'ambiance et on reconnaît aussi très bien la typologie de ces animaux et leur physionomie si différente par rapport aux bovins de nos Alpes et avec cette bosse très prononcée sur le dos. Et on peut voir aussi très clairement le nombre de gens qui participent à ces événements. Regardez, qui témoignent d'une importance très forte autour de cette fête, une importance rituelle et un intérêt aussi pour les animaux. La voix qui parle raconte simplement qu'il y a plein de gens qui sont arrivés jusqu'à ce champ. Et il cite après des personnes qui ont offert de l'argent pour la réalisation de cette manifestation. Voilà, je reviens dans la présentation. Alors voilà, une des difficultés plus grandes pour l'étude des célébrations du Guru Juda et de Tarouka est ce qui concerne une individuation d'une dimension historique qui puisse nous aider à comprendre l'origine de ces batailles bovines. En effet, les croyances locales rapportent que la première bataille bovine au village de Tarouka aurait été organisée au début du XXe siècle, en 1914, quand Jai Prithvi Bahadur Singh, le roi du petit royaume de Bajang, qui est un tout petit district des montagnes dans l'extrême nord-ouest du Népal, et aurait visité ce village.
Il ne s'agit quand même qu'une des plusieurs variantes qui ont été rapportées pour chercher et à donner un substrat historique solide qui puisse, en quelque sorte, justifier cet intérêt croissant autour des batailles bovines au Népal. Mais malheureusement, nous n'avons pas des documents historiques précis qui attestent la véridicité de ces anecdotes. Et afin de déceler l'origine de ces pratiques, j'ai donc cherché et à reconstituer un ensemble de documents historiographiques qui nous permettent d'encadrer d'un point de vue historique et anthropologique les traditions contemporaines du Goru Judai. Pour trouver ces premières attestations, nous devons remonter jusqu'au IVe siècle, quand la dynastie des Lichavi, un des grands règnes de l'Inde ancienne, se installa au Népal. Et nous analyserons donc quelques inscriptions des Shilapatra qui sont écrits et en sanskrit et sont gravés en caractères Gupta sur des dalles en pierre. En particulier, nous analyserons rapidement deux inscriptions qui datent du 7e siècle et dans lesquelles nous retrouvons les premières attestations de la pratique de bataille bovine sur le territoire du Népal. La première est l'inscription de Tankot qui date de 633 et qui rapporte pour la première fois le mot et au locatif Goyude. Dans le texte de cette inscription, et on lit que le roi Vishnugupta donne aux habitants du village de Dakshinakoli une réduction de la moitié des impôts qui concernent le Goyuda, donc les batailles bovines. Cependant, le document le plus intéressant est celui de l'inscription de Anantaligeshvara, qui date entre le 655 et le 664, et dont malheureusement on n'arrive plus à lire une date précise. Donc, cette deuxième inscription nous fournit des informations précieuses pour déceler, on peut dire, l'importance de la pratique du Goyuda au cours de certaines célébrations religieuses qui se déroulaient à Amsagrad-Ranga, qui est un village qui n'existe plus maintenant, mais qui se trouvait bien probablement dans la partie méridionale de la vallée centrale de Katmandou. Le texte de cette inscription nous montre que le gouvernement accordait une subvention en argent pour la cérémonie du levage du drapeau au cours du Goyuda, une fête qui s'organisait autour des célébrations pour la divinité principale de ce village, qui est un avatar, une forme de Vishnu. C'est très intéressant car cette inscription nous montre on nous montre l'importance de ce combat pour cet ancien règne qui ne se limitait donc pas simplement à réduire les impôts pour le Goyuda, comme nous l'avons vu dans la première inscription, mais il allouait même des subventions pour son organisation. Et cela nous fait supposer que le Goyuda était donc organisé régulièrement par des associations permanentes qui prenaient en charge et annuellement cette activité rituelle si importante. Après avoir vu les documents historiographiques qui attestent ces pratiques, nous revenons au niveau du rituel pour proposer quelques réflexions qui concernent la date au cours de laquelle ces batailles sont organisées. Le premier jour du mois de Magh, qui serait pour nous le 15 ou le 16 janvier, est pour les hindouistes la date du solstice d'hiver. Le soleil donc entre dans un système d'étoiles très particulières et il commence donc à se déplacer vers le nord. Et cela signifie que commence une période propice et faste où les jours deviennent plus longs et les travaux agricoles ils peuvent recommencer après la longue entre guillemets, vacances des mois hivernaux. Les célébrations qui sont organisées dans tout le monde hindou autour de ce jour doivent être interprétées comme des fêtes printanières pour la propitiation de la fertilité. Et ces fêtes sont liées essentiellement à la figure de Surya, une divinité solaire, et à la figure de Vishnu et à ses avatars, à ces différentes formes qui représentent des protecteurs des récoltes.